Bonjour à tous. Alors, ce soir, on va parler de comment maîtriser les biais invisibles qui sabotent nos décisions. Et pour commencer, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer un citron. C'est simple, hein. Vous imaginez juste un citron que vous coupez et que vous pressez au-dessus de votre langue. Voilà. Sentir le jus dégouliner, arriver dans la bouche, dans la langue, et sentir l'acidité qui envahit votre bouche. Et là, je vois tout le monde en train d'avaler sa salive et d'ouvrir les yeux et d'observer que une simple image mentale de citron active vos glandes salivaires. En fait, chaque pensée, c'est une impulsion électrique qui provoque une réaction chimique dans le corps. Et c'est important d'en être conscient. Si imaginer un citron change votre identité et votre chimie, qu'est-ce que c'est d'imaginer la peur de perdre de l'argent? Et le thème de ce soir, c'est piloter ses pensées, c'est piloter sa vie. Donc je m'appelle Jérémy Attal, je suis préparateur mental business et hypnotiseur de spectacle. J'ai créé la société Perfix Mind qui accompagne les entrepreneurs et les investisseurs à prendre les commandes de leur cerveau pour gérer leur stress, leur confiance en eux, leur sommeil, leur énergie en utilisant différentes techniques. L'hypnose, la sophrologie, les techniques de préparation mentale issues du sport de haut niveau, les neurosciences, mais aussi la partie négociation et management, de par mon expérience de 15 ans dans l'immobilier à diriger des projets allant de 10 à 200 millions de chiffre d'affaires. L'objectif de ce soir, c'est de mieux comprendre ce qui se passe dans votre tête et vous donner des clés pour reprendre le contrôle en toute situation. Donc on va commencer par parler du stress et de comprendre le stress. Mais avant de parler du stress, on va d'abord parler du rôle du cerveau. Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert le cerveau ? Prendre la tête. Prendre la tête. Ouais. Prendre des décisions. Ouais. Alors, j'entends prendre des décisions, réfléchir, prendre la tête, etc. Ça, c'est une conséquence. Mais le vrai rôle du cerveau, c'est la survie. En fait, tout ce qu'on fait à côté sert à survivre. Et le cerveau a créé pour survivre quelque chose qu'on appelle le stress. Le stress, c'est une réaction physiologique à une contrainte extérieure. À l'origine, le stress, ça servait à ça. Ça servait à survivre aux bêtes féroces. On est les descendants de ceux qui ont survécu le plus aux bêtes féroces. Parce que les autres sont morts. C'est logique. En fait, le stress, ça provoque une montée d'adrénaline, une augmentation du rythme cardiaque et un déplacement du sang sur la partie basse du corps. Ce qui permet justement d'avoir une décharge énergétique, qui permet de courir et de fuir, et d'améliorer son focus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le stress, c'est plutôt ce genre de choses-là. On a des mails, des factures, des échéances, des choses qui sont importantes, mais qui n'impliquent pas nécessairement la mort immédiate. En fait, là où je veux en venir, c'est que notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que la société moderne. Et les raisons pour lesquelles le cerveau a mis en place des choses il y a plusieurs milliers d'années, ce qui a servi à l'époque justement à survivre, ne sert plus maintenant de la même façon. Mais pourtant, les signaux sont les mêmes. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont du stress chronique et qui ont du stress très 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 régulièrement tout le temps, alors qu'avant c'était utile quand ça arrivait ponctuellement, quand il y avait vraiment des épisodes où il fallait vraiment courir très vite. J'ai jugé utile de vous présenter la courbe de Yerkes-Dodson qui lie le stress à la performance. Ça, c'est une courbe qui est assez connue en préparation mentale. En fait, on se rend compte que quand on n'a pas du tout de stress, on s'ennuie, on ne fait rien. Quand on a trop de stress, on est paralysé. Le but du jeu, c'est de se retrouver dans ce qu'on appelle la zone de performance optimale. De savoir faire monter le stress quand c'est nécessaire pour être performant, et aussi savoir faire baisser le stress quand il est trop important pour éviter d'être paralysé et justement exploiter ce stress-là pour le contourner et exploser les performances. Et je vous montrerai tout à l'heure quelques petites astuces et quelques techniques pour le faire, pour faire notamment baisser le stress. Mais avant de parler de tout ça, un truc qui stresse souvent, c'est quand on se trompe dans des décisions. Et souvent, on se trompe dans des décisions à cause d'un truc qu'on appelle les biais cognitifs. En fait, un biais cognitif, c'est une pensée qu'on pense logique, et c'est une pensée automatique qu'on pense logique, mais qui ne l'est pas. En fait, le rôle des biais cognitifs, c'est de nous protéger, en nous faisant économiser de l'énergie. Et c'est le fruit, justement, de raccourcis. Parce qu'en fait, le problème qu'on a, c'est que le cerveau, il emmagasine il a trop d'informations qu'il assaille de tous les côtés. Donc le cerveau a besoin de filtrer. Donc il prend des raccourcis. Un des biais qui est entraîné par un de ces raccourcis, c'est ce qu'on appelle l'heuristique de disponibilité. On estime la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle nous pouvons nous rappeler d'exemples similaires.
On a tous lu le cas d'un accident d'avion, par exemple, qu'on voit aux informations, et qui derrière fait que plus personne ne veut prendre l'avion derrière et prendre la voiture à la place. On pense que c'est automatique, on pense que c'est logique, mais ça n'est pas du tout, puisque finalement, après un accident d'avion, généralement, les mesures de sécurité sont renforcées, il n'y a pas d'accident d'avion derrière. Et prendre la voiture, c'est plus risqué, c'est 1000 fois plus risqué que de prendre l'avion. Ce qui fait qu'après le 11 septembre, il y a eu beaucoup plus de morts sur la route qu'auparavant, parce que tout le monde prenait la voiture. Mais ça marche aussi en bourse. En fait, quand tout le monde parle d'une action, quand tout le monde parle d'une crypto, etc., tout le monde veut mettre de l'argent dessus. Et personne ne pense à dézoomer en se disant que finalement, en fait, c'est pas si intéressant que ça sur une longue période. En fait, un investisseur surestime la probabilité de gain futur en se basant sur des nouvelles récentes et percutantes, en ignorant les statistiques historiques. Maintenant, on va jouer un petit jeu pour illustrer un autre biais. Si je sors une pièce que je vous propose en la lançant, à pile, vous perdez 100 €. Et qu'à face, vous gagnez une somme, X. À partir de combien vous êtes OK pour jouer? Bon, alors, là, il y a plusieurs choix. Alors, qui est-ce qui dit 50? Vous levez la main? Bon, d'accord. 100, vous levez la main? OK. 101, 100, voilà. 150? OK. 200? OK. Et 201? OK. Bon, il y a une grosse majorité qui va vers le 200. Il faut savoir que ce test, il a été fait à grande échelle, et effectivement, la majorité des gens vont vers le 200. La bonne réponse, c'était 101. En fait, c'est une question de probabilité. On a une chance sur 2 de gagner 100, une chance sur 2 de perdre X. Donc pour que ça soit intéressant, faut que le X soit strictement supérieur à 100. C'est juste mathématique. Sauf qu'en fait, dans la tête, c'est le problème d'aversion à la perte. La douleur de perdre est 2 fois plus intense que le plaisir de gagner. Là, on voit bien, il nous faut 200 pour accepter de potentiellement perdre 100, alors qu'on a une chance sur 2. Donc voilà. Et le sujet d'aversion à la perte, on a souvent, notamment, on a une action qui est en haut, qui descend, et on part du principe que pas vendu, pas perdu. Et on garde. Je ne sais pas s'il y a des gens à l'époque de Valneva, Orpea, etc. qui avaient acheté des actions, ça vous parle? Ouais, moi je les avais toujours gardées. Voilà. Ouais, moi j'ai acheté, Orpea, je l'avais acheté à 36 quand avant elle était à 120. Et après, hop, à 0, la ligne elle a disparu de mon portefeuille. Donc là, j'ai pas vendu et j'ai perdu quand même. Voilà. Donc bon, si ça vous parle. Donc voilà. Donc c'est douloureux d'accuser une perte, mais des fois, c'est plus raisonnable d'accuser une perte et de valider une perte que de laisser la perte s'amplifier. Ensuite, on va parler du biais de confirmation. C'est le troisième des 4 biais dont je vais vous parler. Et en fait, j'ai filtré, il y a beaucoup plus d'autres biais. J'ai filtré ceux qui sont les plus intéressants pour vous sortir de la conférence avec quelque chose qui vous sert. Donc le biais de confirmation, c'est que le cerveau déteste la contradiction. En fait, on le voit en politique, on consomme uniquement des médias qui renforcent nos opinions préexistantes. Souvent, c'est plus économe en énergie d'être d'accord avec les gens que d'être pas d'accord. Donc on va chercher à aller vers des gens qui sont d'accord avec nous, pour ne pas nous prendre la tête. Et en fait, on a tendance à être de plus en plus d'accord avec nous-mêmes au fur et à mesure qu'on avance dans les informations et on sélectionne naturellement des choses avec lesquelles on est d'accord. Et c'est un peu le drame des réseaux sociaux qui nous balancent avec l'algorithme des choses avec lesquelles on est d'accord, puis on est d'accord et on est encore plus d'accord qu'avec nous-mêmes. Et du coup, on est conforté dans notre bulle de on est d'accord avec nous-mêmes. C'est ce qui fait qu'on part sur des extrêmes souvent sans forcément s'en rendre compte. Pareil, en amour, au début d'une relation, on appelle ça la période lune de miel. Tout est tout beau, tout rose, on ne voit pas les défauts de la personne et c'est génial. Et 10 ans après, on se demande pourquoi on a commencé avec elle. C'est moins de 10 ans. Voilà. Voilà aussi. Mais des fois, on peut vivre au début, et voilà. Mais bon, bref. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, ça, c'est des biais qu'on a et avec lesquels on vit, qui ne sont pas graves, mais qui nous poussent à prendre des mauvaises décisions potentiellement. Il y a enfin le biais de cadrage. J'ai jugé utile de le mettre ce soir parce que demain, il y a un truc qui s'appelle les Black Friday. La manière dont une information est présentée, oui, effectivement, c'est déjà, mais la manière dont une information est présentée influence notre décision. En fait, si je vous propose 2 placements, un placement, vous avez 80% de chances d'augmenter votre capital, et un autre placement où vous avez 20% de chances de perdre du capital. Vous choisissez lequel? Le premier. Maintenant que vous avez vu la slide, effectivement, vous savez que c'est la même chose. Mais la majorité des gens, enfin 92% des gens exactement, partent sur le premier cas, alors que c'est la même chose. Et je ne sais pas si vous avez Amazon, que vous commandez le petit truc choix d'Amazon ou numéro 1 des ventes. Ouais. Voilà, naturellement on a envie de cliquer sur ce truc-là alors que finalement c'est juste un batch qui rajoute, un tag qu'ils ajoutent.
Des fois, ils font payer, enfin, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Mais enfin, naturellement, on a envie de cliquer. Pareil, l'effet prix barré, ça fait pareil. Donc la même réalité, décision posée en fonction de la présentation. Et maintenant qu'on a parlé du stress, des biais qui peuvent nous mettre en colère parce qu'on prend des mauvaises décisions, on va voir comment reprendre le contrôle suite à un épisode de stress ou un épisode de colère. La première technique que je vais vous montrer, il y en a 4 que je vais vous montrer, c'est la technique du soupir physiologique. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de techniques de respiration qui circulent un peu partout. La seule technique qui a été prouvée et validée scientifiquement par tout le monde et qui fonctionne chez tout le monde, c'est le soupir physiologique qui a été développé par Andrew Huberman aux États-Unis. Le principe de base, c'est de surventiler les poumons, donc en gros de faire 2 inspirations. La première d'aller jusqu'au bout, et quand on arrive au bout, quand on pense être arrivé au bout, on se force à faire une autre inspiration encore plus, pour gonfler encore plus, et après de souffler comme si on soufflait dans une paille, par la bouche, très lentement. Là, si vous avez un excès de colère ou de stress, vous faites ça 3 fois d'affilée, et là, vous êtes au calme absolu. On ne va pas le faire là tout de suite, mais je vous invite à le faire quand vous voulez après. Avant de cliquer sur l'action. Avant de cliquer, on fait trop. Hein, pardon ? Avant de cliquer sur l'action, si j'achète ou pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Ensuite, donc, deuxième technique, la dissociation. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Non ? Très bien. Alors, vous avez un excès de colère, de stress. Le meilleur truc à faire à ce moment-là, c'est d'imaginer qu'on est une mouche, ou un animal, ou quelqu'un d'autre, et imaginez qu'on se regarde à travers les yeux de cette personne-là, ou de cet animal-là, ou de cette chose-là. Et de se dire, qu'est-ce que je pourrais conseiller à cette personne pour qu'elle se calme, ou pour qu'elle aille mieux. Et le fait même juste de se poser cette question-là et de voir de l'extérieur, directement va dissocier la personne de ses sentiments et de ses émotions sur le moment, pour faire en sorte que ça redescende d'un coup. Et en fait, ce truc-là, ça marche pour tout type d'émotions un peu fortes, aussi bien des émotions type colère, stress, mais aussi des épisodes joyeux. Quelqu'un qui est super content d'un truc, bah, s'il se dissocie, hop là directement, il redescend, il ne sait plus pourquoi il était content. Donc c'est à utiliser, enfin, comme toutes les techniques, c'est... Vu le modèle, on est tous stressés, hein. Il y a des disproportions. Ouais, donc voilà. Donc après voilà, c'est une mouche radioactive, mais bon. Donc voilà. La troisième technique, c'est la règle du 10-10-10. Peut-être que vous la connaissez. Quand vous avez quelque chose de stressant, posez-vous la question de savoir quel impact ça aura dans 10 minutes, quel impact ça aura dans 10 mois, et quel impact ça aura dans 10 ans. Souvent, ça permet vraiment de bien relativiser les choses. Et la dernière, c'est une méthode qui est un peu plus technique, mais qui est très 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 efficace, notamment dans des cas de choc ou de choses comme ça. C'est le 5-4-3-2-1. Donc en gros, vous vous concentrez sur 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous pouvez entendre, 2 choses que vous pouvez sentir, et 1 chose que vous pouvez goûter. En fait, ce truc-là, ça sature les sens, et ça fait que en fait, tous les niveaux émotionnels sur lesquels on est monté redescendent immédiatement. Parce qu'en fait, comme je le disais au tout début, le cerveau, quand il y a trop d'informations, il prend des raccourcis. Et là, en fait, ça fait naturellement, on sert sur un plateau un raccourci pour se concentrer sur quelque chose de tangible et de voilà. Et pour conclure justement cette présentation, j'ai jugé utile de vous présenter les cercles de contrôle. En fait, il y a des choses qui nous préoccupent. La météo, la politique, les infos, notamment le passé, le futur. C'est des trucs qui nous préoccupent mais sur lesquels on n'a pas de prise en réalité. Par contre, ce sur quoi on a une prise et sur quoi on a un contrôle et un pouvoir, sont nos pensées, nos actions, notre attitude et nos efforts sur le moment. Et ces choses-là, c'est dans notre contrôle, on est à 100% responsable de ces choses-là, et il ne tient qu'à nous de les changer si elles ne nous conviennent pas. Ces choses-là, elles ont un impact sur ce qu'on appelle le cercle d'influence, donc les relations, la communication, les équipes, etc. Ce qui fait que quand on se concentre sur nous, sur nos pensées, sur nos efforts, sur le fait d'être meilleur chaque jour au fur et à mesure, en fait, tout le reste qu'il y a autour, la météo, la politique, etc., ça a beaucoup moins d'influence sur nous. Et on vit beaucoup mieux. La seule variable, c'est vous. Un cerveau calme, c'est un cerveau rentable. Donc apprenez à renforcer jour après jour. Et si vous voulez aller plus loin, je vous offre des ressources. C'est une séquence de mails avec des sessions d'hypnose, de sophro, de méditation, il y a pas mal de choses qui vont vous faire des petites piqûres de rappel une fois de temps en temps pour justement prendre les commandes de votre cerveau et être plus à même de contrôler votre environnement. Merci de votre attention. Donc avant qu'on commence le show d'hypnose, est-ce que vous avez des questions ?
Oui. Sur les différentes Oui. Oui. Oui, pas de problème. les différentes méthodes proposées, les Oui. 3-10, Oui. 4 est-ce qu'il y a des stades qui précisent laquelle est la plus efficiente? Ça dépend des gens. Ou est-ce qu'il faut les cumuler? Non, en fait, il faut tester l'une et l'autre et être à l'aise avec celle qui nous va le mieux. Et la respiration, c'est 3 fois 2. Alors, la respiration, excusez-moi, il y a des questions là, je vais répondre et après on pourra discuter. Alors, la respiration, en fait, ce qui se passe, c'est que le soupir physiologique, c'est un effet dès la première. C'est-à-dire, en fait, on inspire, on réinspire une dernière fois et après on souffle très lentement. 3 fois. Et en fait, on fait ça 3 fois. Et là, enfin, déjà une fois, ça suffit, mais 3 fois, ça assure le coup. Donc voilà, il n'y a pas de truc. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Et est-ce que vous savez, Oui. par exemple, moi, en général, je me suis dit, je ne suis pas quelqu'un qui ne faut pas stresser. Ouais. Mais en fait, je me rends compte si je suis stressée. Pourquoi? Parce que après, je ne sais pas, vous connaissez notre corps à Oui. gauche et à droite, en fait, ça veut dire séparément de choses. Par exemple, je ne sais pas si vous avez des notions, peut-être à gauche, c'est plutôt côté... Ah, je suis pas porté sur ces trucs-là, moi. c'est pas trop sur ça. Non, non. Moi, je suis sur les trucs ultra pragmatiques de ce qui marche. Moi, quand je suis stressée, là, fortement, je me sens à épaule à droite qui est lourd, Ah. mais à gauche, je suis tranquille. C'est un sujet de somatisation, ça. Ah. Mais ça se travaille en hypnose, on pourra bosser ça dans quelques minutes. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Ouais, Jérémy. Oui. Question, parce qu'en fait le stress c'est quelque chose en fait des fois qu'on n'alimente pas par nous-mêmes et ça peut être les autres qui le transmettent. Alors, Et c'est ouais. ça, c'est comme un virus. Moi je vois le boulot dans lequel je suis en tant qu'agent IMO, Mhm. je récupère des gens à certains moments de la journée en fait qui sont soit en fait dans des phases où ils sortent du boulot, ils sont énervés d'un truc, et en fait ils te transmettent eux leur négativité et leur mauvaise zone. Mhm. Et en fait moi c'est ça par exemple, des fois, j'ai un boulot où en fait je dois essayer de me connecter au plus émotionnellement de la personne pour la comprendre. Généralement 2-3 minutes en fait pour essayer de comprendre qui est la personne. Et en fait quand je fais ce travail de connexion, j'absorbe en fait aussi cette négativité. Et, est-ce que tu as des choses à recommander pour nettoyer un peu ça de manière énergétique pour soi? Ouais. Alors, je vais pas entrer dans le sujet énergétique et tout ça, c'est pas trop mon truc, mais par contre, la dissociation, ça fonctionne très bien, typiquement. Le fait de se voir de l'extérieur et de se dire qu'est-ce que je conseillerais à la personne, directement, ça déconnecte de ces trucs-là, ça déconnecte émotionnellement aussi, le fait de dissocier. Pareil, en fait, toutes les techniques que j'ai montrées là, en fait, fonctionnent dans ce cas-là, de se poser la question de savoir si c'est un important dans 10 minutes, etc. Les techniques de respiration fonctionnent aussi, et les 4 fonctionnent, en fait, concrètement. Et le seul truc sur lequel toi tu peux avoir un impact, c'est sur ce que toi tu vis. Et en fait, c'est toi qui décides d'absorber ou pas la négativité sur le moment. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, tu te connectes émotionnellement à la personne, c'est très bien, mais tu peux aussi être empathique sans être sympathique, on appelle ça comme ça en anglais. C'est-à-dire qu'en gros, comprendre la personne sans valider son état. Et c'est le meilleur moyen d'entrer en communication avec la personne pour faire en sorte que, justement, la relation se fasse correctement. Et moi, en thérapeutique, c'est ce que je fais tout le temps avec tous mes clients. Donc, il faut rentrer dans le cadre de l'autre, valider ce qu'il vit, et derrière, essayer de l'accompagner pour faire en sorte qu'il aille mieux ou qu'il soit mieux. Et c'est pareil avec des collègues, avec des collaborateurs, ou moi avec mes clients.